Alors en fait, ça commence au départ. On vous fait la préparation des vols. Il y a un bulletin météo qui vous dit, voilà, c'est délicat, il y a des turbulences, le vent il compte pour beaucoup parce qu'on encaisse des vents de travers, par exemple, jusqu'à 50, 60 km/h, mais pas plus. Alors si vous êtes à la limite, vous essayez de vous poser, et puis on a des alarmes sonores à bord. Par exemple, quand on vous dit wind shear, c'est comme quelqu'un qui avec un marteau sur la tête. Wind shear, ça veut dire cisaillement de vent. Vous vous approchez, vous ne pouvez pas le savoir avant. Ah ouais. Et puis, il y a des turbulences, c'est assez désagréable. Pour les gens qui ont déjà peur en avion, ça augmente le stress d'une façon considérable. Ah oui. Tout le secret n'est pas dans la procédure. Moi, j'ai été instructeur pendant pas mal des dizaines d'années et je disais à mes copilotes ou à mes pilotes, faites une remise de gaz, au moindre doute, vous remettez les gaz. Et après, une fois en l'air, vous réfléchissez, vous déroutez, vous retentez, peu importe, mais en tous les cas, informez vos passagers. Ah ouais. C'est ça l'histoire, c'est que... on se trouve dans des situations particulières avec des gens qui ont peur. Eh bien, il faut leur dire, écoutez, c'est une procédure normale. On passe 3 fois par an dans 4 heures dans un simulateur et systématiquement, on fait des remises de gaz. C'est un procédé classique pour toutes les compagnies. Donc, ça veut dire que technologiquement, un avion n'est pas capable, en pilote automatique, de gérer lui-même ça et du coup, il le pose tout seul. Ah non, alors là où il y a du pilote automatique, c'est en cas de brouillard. Ouais. Le vent de travers, il sait gérer jusqu'à un certain point. Ah, d'accord. Et de toute façon, on reprend les commandes en manuel, en courte finale, pour pouvoir décraber au bon moment. Décraber, c'est-à-dire qu'on approche en crabe face au vent, puis au dernier moment, il ne faut pas le faire ni trop tôt ni trop tard. Mais ça, on l'apprend. Tous les pilotes savent faire ça. Et c'est vraiment pas... Le danger, il n'est pas là, quoi. Non mais alors, c'est ce qui s'est passé. Le pilote, c'est l'erreur de qui là, il a raté son atterrissage. Alors, non, il a tenté. Vous avez une alarme qui se déclenche en disant pull up, remettez les gaz parce qu'on ne maîtrise plus, parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de turbulences, ou alors la piste est inondée. Ça arrive, il y a beaucoup de cas de remise de gaz. Ce qui m'est arrivé mercredi dernier, la piste était inondée. Non. Et il y avait des gaz. Il y avait des gaz. Mais dans ces cas-là... J'ai remis des gaz. Mais à fond. Oui, à fond. Mais puisque ça n'a pas fonctionné une première fois, pourquoi il a recommencé? Puisque visiblement, ça n'allait pas changer dans l'espace de 5 minutes. Donc pourquoi la première tentative, j'étais pas dans l'avion et on n'a pas dépouillé encore les boîtes noires. Mais en tous les cas, il tente et puis il y a une turbulence qui dépasse les autorisations. On est limité, c'est réglé tout ça. Eh bien, on remet les gaz. Et puis, on appelle le contrôle, on appelle la météo pour savoir les dernières données sur la piste en service. Et puis, on se soucie aussi du fait que la piste est contaminée ou pas, c'est-à-dire mouillée ou pas, par exemple. Ça diminue le freinage. Et puis là, on retente parce qu'on se dit, tiens, il y a une accalmie, on va retenter. Bon, il retente. Alors, peut-être aurait-il pu décider plus tôt d'un déroutement sur Montpellier, c'est possible, mais ça pose d'autres problèmes aussi. Alors, on va écouter un premier audio, on en a plusieurs. Le pilote donc tente une première approche pour se poser sur Nice. La première approche est ratée. Écoutez le témoignage de cette passagère qui explique ce premier atterrissage raté. Regarde, écoutez. On a le téléphone, en fait, maintenant. Pour atterrir sur l'aéroport de Nice, il part sur la mer pour faire son demi-tour. On se fait complètement emporter par le vent, on sent qu'il n'y a plus de contrôle. À ce moment-là, il n'y a pas de message où le pilote ne nous dit rien, en fait, donc on est quand même dans le stress. Les gens autour de moi angoissent aussi, les enfants crient, donc c'est déjà assez compliqué. Alors, c'est vrai que là, le pilote, il doit informer les... Alors, on n'a pas compris si c'était avant la remise de gaz ou après. D'accord. Donc il y a un doute sur ce qu'elle raconte. Pour les téléspectateurs qui ont déjà pris l'avion, qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire que là, il arrive, il est à combien? Il est bientôt en train d'atterrir et là, il repart en fait, c'est ça? Exactement. Donc vous sentez que ça passera pas parce que la piste est mouillée ou on va trop vite ou on a une rafale qui met du vent arrière, donc ça raccourcit la distance de freinage. Il y a 1000 possibilités du fait que vous soyez obligé de remettre les gaz. Quand il remet les gaz, c'est quoi la sensation pour les passagers? Vous amenez l'avion en montée, vous remettez plein pot, plein
plein pot sur les manettes de gaz, et puis ça devient un décollage classique. Pour les passagers, c'est en fait parce qu'ils voient la piste, ils se disent, parce qu'on regarde souvent par le hublot, on se dit, tiens, on va atterrir, et là, on est prêt à atterrir, et là, il repart. Oui, absolument. Donc là, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce qui se passe, c'est que... il touche et on met les gaz. Voilà, regardez. Voilà, là, ça, c'est une remise de gaz. Remettez le début, s'il vous plaît. Mais ça, la tour de contrôle, regardez, la tour de contrôle, on ne peut pas le deviner avant, ça? Regardez, voilà. Elle n'a pas les éléments de l'avion qui est spécifique. Ah ouais. Regarde, il Alors, touche presque avec je signale que ce n'est pas le cas qui nous intéresse. Mais bon, c'est pour montrer à peu près ce qui se passerait. C'est des crabes. Alors, vous voyez, là, il est en crabe, il décrabe au dernier moment, et c'est vrai qu'il faut des qualités de pilotage. C'est classique. En simulateur, on vous met au maximum de vent de travers. Là, il a vu qu'il ne pouvait pas, que c'était trop touchy, donc il remet les gaz. Il a eu le bon réflexe, du coup. Alors là, voilà, ça prouve qu'il y a un vent de travers qui est considérable. Mais à minima, il aurait peut-être fallu informer les passagers de ce qui se passe. Alors, parce que c'est peut-être ça. Le secret de l'affaire, et moi j'ai toujours fait ça, j'espère que mes collègues le feront aussi, ou le font aussi, c'est informer les passagers. Sauf qu'on ne le fait pas pendant la remise de gaz parce qu'on a quand même une surcharge de boulot. On ne va pas mettre en danger l'avion et faire un suraccident. Donc, une fois qu'on a remis les gaz et qu'on est en altitude, on explique. Mais il faut vraiment expliquer. Ça, c'est le secret du métier et il n'y a que le pilote qui peut le faire. Je peux lui poser une question? Alors, je voudrais qu'on écoute un deuxième audio. On en a plusieurs. La passagère nous raconte ensuite la remise des gaz, donc ce que vous dites, par le pilote. Mais avec les turbulences et l'atterrissage raté, c'est la panique à bord. Parce que l'avion bouge beaucoup et là, il remet les gaz. Forcément, c'est la panique. Écoutez. Donc là, il échoue son premier atterrissage. En fait, on part complètement en arrière. Du coup, il fait sa remise de gaz. Donc là, il nous dit avec une voix qui tremble, en fait, quand on atteint le ciel, mais les gens, ils crient, quoi, ils hurlent. Il y a une femme enceinte, 3 rangs devant moi, qui s'évanouit. Sauf que il y avait beaucoup d'enfants à bord qui crient, on va tous mourir. Déjà, ça fout un peu plus d'angoisse, on va dire. Oui. Donc là, même le pilote. Est-ce que vous pensez que le pilote a flippé? Alors, la voix tremblante, j'ai du mal à y croire, mais enfin bon. Bien sûr, mais pourquoi pas. Et puis, mais quand même, il a eu un petit coup de chaud ou pas? Alors, c'est normal. Je veux dire, on a vu sur ces avions là que vous avez fait voir à l'atterrissage, il est dans une position délicate, il est en crabe, il faut décraber au bon moment. Il a très bien réagi, il faut le dire. Hein. Non, mais il a fait le job. Il a fait le job, heureusement. Et bon, alors après, la deuxième tentative, parce que probablement, il y a eu d'autres avions qui sont posés et qui ont témoigné en disant tu peux y aller, c'est une supposition, hein. Tu peux y aller, ça s'est calmé, il retente, boum, de rechef. Ça ne marche pas, il décide de dérouter. Non pas sur Marseille, mais sur Montpellier, parce que les conditions étaient les mêmes. Donc, les gens sont entraînés pour ça, et il y a 1000 façons, ou 1000 raisons plutôt de dérouter, parce qu'il y a la remise de gaz, qui est angoissante, mais il y a aussi le déroutement sur un aérodrome accessible. Moi, j'ai eu, par exemple, sur Milan, j'ai eu des très très fortes turbulences, ça hurlait dans l'avion derrière, j'entendais bien, et j'avais beau dire, parce que quand ça tremble beaucoup, même votre micro, il tremble, et donc c'est pas évident, on peut percevoir ça comme un bégaiement, mais c'est pas du tout le cas à mon avis. Eh bien, j'ai expliqué en disant, écoutez, on va retenter, mais c'est vrai que la situation météo est pas terrible, sinon on va dérouter. Et puis il y a d'autres raisons pour dérouter. Moi, je me suis pris un vol d'oiseau, par exemple. Eh bien, ça a fendillé l'enveloppe du radar. C'était pas du tout évident. Là aussi, il faut expliquer, puis il faut s'adapter à la situation. Les gens sont formés pour ça, quoi. Et je disais à mes pilotes, il vous arrivera toujours quelque chose. Je signale quand même, malgré mon voisin qui me dit « tu vas pas me dire encore que l'avion n'est pas dangereux », c'est quand même 4 milliards de passagers, pas un seul accident. Les seuls accidents, c'est la voiture qui le mène à l'aéroport. Donc aujourd'hui, les pilotes sont formés, mais pas les gens, monsieur. C'est les gens qui ont eu peur. Les pilotes sont formés, mais nous, quand on est dedans... Absolument, je suis d'accord, il faut expliquer. Mais on a beau expliquer des fois, on n'entend pas. La peur surpasse absolument. Donc je conseille, comme ça, soit le gars repartir. Soit pour ceux qui ont peur ici, vous me téléphonez, puis je vous expliquerai plus. Alors, après cette remise de gaz, le pilote fait un nouveau tour et tente un deuxième atterrissage. À bord, les passagers se révoltent et interpellent l'équipage. Mais non. Après la deuxième remise de gaz, à ce moment-là, en fait, on sent qu'il veut faire comme un demi-tour, mais il n'arrive même pas à tourner, quoi.
il dit un truc dans le délire, on va réessayer, on va retenter un atterrissage. Tout ça, c'est hyper violent parce qu'en fait, on fait des gauches, droites, des hauts, bas, c'est violent. C'est-à-dire que sans la ceinture, on finit la tête au plafond, quoi. On sent que le pilote est pas sûr de lui, il y a 200 km/h devant, on nous rassure pas, en fait. C'est-à-dire que même moi, je me suis dit, alors là, c'est bon, stop, quoi, j'ai mal au cœur, mon cœur, il a lâché. Il y a un papa qui avait son peloton qui était dans un état pitoyable, qui allait dire, stop, c'est bon, quoi, changer d'aéroport. Du coup, on a tous gueulé, on a demandé à ce qu'il change d'aéroport. Et du coup, il a dit qu'il partait vers Montpellier. Et donc là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas à atterrir à Nice. Donc non. Là, il fait une deuxième tentative. Donc là, deuxième tentative parce qu'il a dû avoir des consignes, les dernières météos où ça s'est calmé, peu importe. En tous les cas, il retente. Il explique quand même qu'il retente, ce qui est déjà pas mal. Moi, je pensais qu'à vous entendre, à entendre la dame, il ne donnait pas d'informations. Il les donne au risque de faire, de provoquer une inquiétude supplémentaire. Donc, il faut faire attention aussi. Moi, je me souviens, j'étais instructeur, j'avais un lâcher. Un lâcher, ça veut dire qu'on fait le dernier vol de contrôle, le permis de conduire, si vous voulez, sur un Caracas. Première remise de gaz, parce qu'il y a un vent terrible. Et moi, j'observais ça, je disais rien. Pas d'annonce aux passagers. Mais moi, j'étais là en train de noter l'élève. Deuxième remise de gaz. Et là, ça commençait à chauffer derrière. Et je lui dis, dis donc, on ferait peut-être quand même prévenir derrière. Ça fait partie de l'apprentissage. Il y a une grande sensibilité qui est mise à l'information des passagers, c'est primordial. Une passagère, ancienne hôtesse de l'air, était à bord. Elle tentait de rassurer les passagers, mais confiait, compte tenu de son expérience, qu'elle n'a pas été complètement, on va dire, rassurée par le pilote. Regardez. En fait, j'avais une passagère avec moi qui a été hôtesse de l'air pendant 20 ans. Et elle nous l'a dit qu'il a vraiment pas géré son truc. Il gérait pas l'avion. Elle a l'habitude. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule dans ma parano. Et au final, quand je suis passée dans la phase limite acceptation de la mort sur la fin, j'étais sûre qu'on allait cracher. Voilà, donc elle nous rapporte le témoignage de cette hôtesse de l'air. C'est pas très sympa, je trouve, ce qu'elle fait, cette hôtesse de l'air. Alors, c'est pas cette hôtesse de l'air, oui. C'est pas elle, là, dans l'audio, mais c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit aux passagers. C'est pas très sympa, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est tout, quoi. Oui, on peut dire... De mon point de vue, de ce que je connais du vol, il a fait le job. Quand je dis il, c'est au pluriel, les deux. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même 2 pilotes à bord. Il y en a un qui s'occupe de ce qui est périphérique, la radio, la météo, le radar, etc. Et l'autre qui pilote. C'est ou le copilote ou le commandant de bord. Et là, il y a ce qu'on appelle une répartition des tâches. Et c'est essentiel pour une bonne conduite à bord de nos avions. Alors, après les 2 atterrissages manqués et la révolte des passagers, l'avion a donc été dérouté vers Montpellier à plus de 300 km. Même si le vol est rapide, les passagers sont un peu traumatisés à bord. Regardez. Le vol Nice-Montpellier, du coup, n'a duré que 20 minutes. Donc là, on va dire que c'est un peu la redescente d'adrénaline un peu de tout le monde. Moi, la nana qui sortait pas de sa crise d'angoisse, c'est qu'elle a dû sortir avec les pompiers en fauteuil roulant. Imaginez l'état psychologique. Pour être comme ça, il n'y avait pas de blessure physique, on était bien attachés. Mais juste l'état psychologique, en fait. Alors, et le calvaire n'est pas fini pour les passagers qui se sont retrouvés avec un énorme retard à Montpellier. À 3 heures de route de l'aéroport, les gens ont dû rester assis jusqu'à l'intervention des secours. C'est obligatoire ? Alors, s'il y a eu des passagers blessés, évidemment, c'est de la prévention. Ça, c'est les autorités qui décident. Alors, écoutez. On arrive sur Montpellier. On doit donc, bien sûr, être rapatriés jusqu'à Nice. Ils disent qu'ils n'ont qu'un bus de 80 places pour 200 passagers. Ils disent premier arrivé, premier service. Bien évidemment que les gens se mettent à courir et se pousser pour rentrer le car. Enfin, c'est pas des choses qui se font. Mais même pas un mail d'excuses, rien du tout. Impossible de les joindre. Non, rien. Alors, il y a certains passagers qui n'ont pas pu avoir le bus. Ils ont dû prendre des taxis et régler près de 700 € de taxi. C'est incroyable. Est-ce que ça a été remboursé? Ça, on ne croit pas. Alors, la compagnie prévoit de rembourser. A assuré que ce serait remboursé. Mais pour le moment, ça ne l'est pas. D'accord, très bien. La réponse d'Air France, une remise de gaz quand l'avion ne se pose pas et repart vers le ciel, c'est une procédure tout à fait normale, ce que vous disiez, Gérard, dans certaines conditions météo. Et globalement, quand on estime qu'il ne faut pas mettre en risque les passagers à bord, voilà, oui. J'aimerais quand même dire 3 choses, monsieur. Parce que c'est... Pardon. Un peu plus fort, s'il te plaît. 3 choses, monsieur. La première, c'est qu'effectivement, oui, il y a plus d'accidents de voiture. Mais un accident de voiture, c'est 2-3 secondes, tu n'as rien vu venir. Une descente en avion, quand il commence à chuter, tu sais que tu vas mourir, c'est 1 minute 30. C'est très long quand tu sais que tu vas mourir. Donc c'est une vraie panique. La deuxième chose, le temps des avions. Quand je monte dans un avion, je regarde toujours sur la gauche, il y a une petite plaque grise et vous avez la date de construction de l'avion. Je passe mon temps à voir des avions qui ont 20, 22, 23 ans.
qui sont très vieux. Si, monsieur, beaucoup, je regarde à chaque fois, je le prends en photo, et à chaque fois, le test de l'air me regarde. Et la troisième chose je vous ai dit aussi, pour que les avions maintenant, pour des questions d'économie, on met moins d'essence dans les avions pour qu'ils soient plus légers. Et s'il y a un souci, qu'ils sont déroutés ou quoi, ils ont moins de temps de vol possible. Donc, pour toutes ces raisons aujourd'hui, pardon, mais l'avion, c'est compliqué. Peur, hein. Alors un avion, ça dure au minimum 20 ou 30 ans. Ils sont souvent plus d'un. Ils sont checkés en permanence. Ouais. Il y a des révisions générales, on démonte tout l'avion, on le remonte. Enfin, quand vous révisez un neuf de 80 ans... Je suis moins rassuré avec un avion neuf, parce qu'on a des défauts de jeunesse, que par rapport à un avion qui est vérifié 1000 fois sur l'établi. Donc, et quant au carburant, on prend juste les nécessaires. Ouais. Enfin, je veux dire qu'on n'est pas là pour bouffer du carburant. Vous savez, quand on prend, et c'est ce qu'on faisait avant, quand on va dans une destination où le pétrole est moins cher, on a tendance à acheter le pétrole pour le ramener à Paris. Ouais. On se transforme en camion-citerne. Mais pour 20 tonnes de plus de carburant, vous surconsommez 10 tonnes. D'accord. Et s'il n'avait pas pu se poser à Montpellier, on n'avait plus d'essence. Sauf qu'il avait prévu, le pilote, là aussi, il a fait son job, il a pris suffisamment de pétrole en cas de problème météo notamment, et de déroutement, non seulement sur Marseille, mais sur Montpellier. Il n'a pas eu assez de kérosène, là, c'était catastrophique. Il faut se poser à Nice. Il serait posé à Nice, il restait. Moi, je trouve bizarre de critiquer comme ça autant ce qui s'est passé. Il y a eu... Alors, je suis peut-être con ou j'ai pas pris assez l'avion. Il y a eu combien de morts ? 0. Il y a du vent, il ne peut pas se poser, il repart. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Les gens qui crient dans l'avion ne sont pas capables de faire des créneaux avec des Twingo dans Paris. Et vous critiquez un mec. Attendez les mecs, arrêtez de critiquer. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, pour nos téléspectateurs, un truc où vraiment tu as flippé, où vraiment tu t'es dit, là, ça y est, on va se... Oui, j'en ai plusieurs. Tous les pilotes du monde ont fait des remises de gaz pour quelque raison que ce soit. Je parlais des oiseaux tout à l'heure. Alors, il paraît que les oiseaux, alors je vous le dis, les oiseaux, c'est catastrophique pour l'avion. Qu'est-ce qui... Alors, un réacteur peut être complètement pulvérisé. On l'a vu pour Sully. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. J'ai eu le commandant de bord au téléphone. Je lui ai dit deux choses. J'aimerais pas être à ta place. Et en plus, chapeau, quoi. Il paraît qu'un jour, il y a un avion qui a pulvérisé le pare-brise. Oui, alors il y a une pare-brise qui a explosé parce que c'était un gros rapace. Et le capitaine a été aspiré par le vide et retenu à temps par Stewart qui a tenu les pieds. Il a terminé son vol en décapotable, la tête en l'air. Il s'en est sorti. Et je rappelle, Cyril, qu'avant, il y avait des 4 réacteurs. Ça coûte trop cher. On fait des très gros 2 réacteurs. Mais 2 réacteurs, pardon, quand il y en a un qui tombe en panne, il n'y en a plus qu'un. 4 réacteurs, il en restait 3 à chaque fois. Toutes ces petites choses-là qu'on met, ça devient dangereux, l'avion. Mais il y en a qui disent qu'avec 4 moteurs, on a 4 fois plus de chances de tomber en panne. Oui, non. Alors, juste, et il y a eu un... Vous nous racontiez quelque chose que vous pouvez raconter aux téléspectateurs. Un jour, le moment où vous avez le plus peur de votre vie en tant que pilote de ligne, c'est quoi? C'est un monsieur qui a voulu mettre fin. Alors, c'est pas technique, c'est humain. Et j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois que j'y repense. Un passager qui voulait se suicider. Il a réussi à rentrer dans le cockpit. Il m'a coupé mes 4 moteurs. Un avion sans moteur, c'est pas une situation d'avenir. Bien sûr. Et ce sont des choses sur lesquelles il faut réagir d'une façon adéquate. L'équipage était devenu fou parce que lui, pour le coup, mort de trouille. Il a fallu gérer ça. Donc, on a dérouté sur Bordeaux, on allait sur Dakar. Et il a fallu gérer les passagers. Mais c'est un problème humain avant tout. Et là aussi, j'avais beau expliquer aux passagers. Il y en a un qui m'a pris par le col. Il m'a dit, t'as tué mon frère. Je lui ai dit, mais c'est ton frère? Et il me dit, non, mais c'est pareil. Je lui ai dit, mais moi aussi, c'est pareil. J'ai fait ce que j'ai pu pour le sauver. J'ai fait ce que j'ai pu pour sauver l'équipage et les passagers. On peut toujours faire mieux, mais franchement, c'est quelque chose que je souhaite à personne. Oui. Si vous pouvez nous rassurer encore un peu, tout à l'heure, vous avez parlé de la formation des pilotes. Oui. Là, c'était Air France. Moi, je veux savoir, quand on prend des low cost, est-ce que les pilotes sont formés de la même manière 3 fois par an? Si je prends Ryan, si je prends Transavia, EasyJet, est-ce que c'est la même formation pour les pilotes? Alors, d'abord, les avions sont très récents sur les low cost. Moi, je ne vais pas attaquer les low cost. Vous pouvez. Mais en plus, les pilotes, la difficulté, ce sont des pilotes qui viennent du monde entier. Donc, il y a un problème linguistique qui peut arriver. Et puis, des compagnies comme Ryanair, par exemple, mais il y en aura d'autres, ils calculent au centime près, évidemment. Ils ont fait des simulateurs 3 fois par an. Mais ils ne touchent pas la technique. Ce ne sont pas des avions dangereux. Et les pilotes sont formés comme la réglementation l'exige. Et ils sont quand même surveillés. Donc, non, il n'y a pas de problème particulier sur le low cost.
à ceci près la fatigue des pilotes, où on on les soumet à des conditions de vol un peu particulières. Alors, crash d'avion, les 3 conseils pour augmenter les chances de survie. 3 conseils, être assis à l'arrière de l'avion. Donc voilà, vous n'avez aucune chance. Pardon. Pourquoi à l'arrière? Donc tous ceux qui sont en first, tous ceux qui sont en business, c'est pas bon. Une étude effectuée sur 20 crashs aériens a démontré que les passagers assis à l'arrière avaient 69% de chances de plus de survivre. 69%. Les sièges situés aux issues de secours sont aussi intéressants. En cas d'évacuation, plus vous êtes près d'une sortie de secours, plus vos chances sont élevées de vous sentir indemne. Mais vous voyez, c'est mieux d'être à l'arrière de l'avion. Mais pourquoi alors c'est les... Non, mais parce qu'ils c'est plus cher parce que oui. Tu sors en premier. Ils vont pas mettre la première derrière. Tu sors en premier. Ils partent du principe qu'il n'y aura pas de crash. L'important, c'est de rester. Non, mais ils partent du principe qu'il n'y a pas de crash. Comment t'as de crash? Elle est en première classe à côté des toilettes. Mais elle, depuis que je les ken, elle est de plus en plus con. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est pas possible. Elle a pris du plaisir, mais le cerveau a brûlé. Je te jure, le cerveau a brûlé. Elle prend jamais l'avion. S'il vous plaît, écoutez les consignes de sécurité. Même si ça peut paraître chiant pour beaucoup de monde, écoutez les consignes de sécurité données par l'équipage. En vol décollage, que c'est vrai que là, elle a dit un truc. Elle a dit on avait nos ceintures, si on n'avait pas eu nos ceintures, elle a dit qu'on était... Et c'est vrai qu'on dit souvent mettez vos ceintures, on les voit vérifier, tout ça, on dit à chaque fois ça va. Parce que moi je me dis souvent, ça va changer quoi que je mette pas de ceinture si l'avion se crash. Mais en fait, pour les turbulences comme ça... Et je trouve qu'il y a des consignes de sécurité vidéo maintenant qui sont sacrément bien faites, quelquefois drôles d'ailleurs. Mais moi je les regarde même chez moi comme ça quand je je les regarde comme ça, je me fais un kiff, tu vois, je suis comme ça. Et porter des vêtements en coton. Quoi? Ah bon? Pourquoi? Eh oui, porter des vêtements en coton. Pour ceux qui arrivent en cachemire, dans l'avion tel Mathieu Delormeau, c'est non. Les vêtements en coton sont nettement moins inflammables que les matières synthétiques. Les manches longues et pantalons sont des protections supplémentaires. Les baskets permettent d'évacuer vite. On peut les enlever vite, les baskets aussi. Donc on a généralement moins de 90 secondes. Pas de talons hauts pour éviter de crever les toboggans d'évacuation. Moi, c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Quand on fait un pari... Les riches payent un peu plus cher, mais ils meurent en premier. Exactement. C'est ça qui est bien. Mais quand on fait un Paris-Nancy et qu'on nous explique comment mettre un gilet de sauvetage, c'est retour dans une piscine? C'est vrai. Ben non, c'est quoi le truc? Un Paris-Nancy, pourquoi? Alors, il n'y a pas suffisamment d'accidents, et heureusement, pour faire des statistiques là-dessus. Donc, je suis un petit peu réservé. Moi, je suis comme vous. Alors, il y a les compagnies aériennes les plus sûres. Qantas, numéro 1. Air New Zealand. Quoi? Qantas, c'est la compagnie la plus sûre. Voilà. Je vous le dis, voilà. Et Air France, on est où? Air France, c'est une blague. On a tendance à parler sécurité, sûreté, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et confort à bord. D'accord. Et les pires compagnies du monde n'est pas l'Airlines. Ils viennent de se passer récemment là. Nok Air en Thaïlande, Airlines PNG, bon voilà. Alors, il y a les blacklists, effectivement. Moi, je ne vous conseille pas trop d'aller prendre... l'arnaque, Royal Nepal Airlines Corporation, j'étais pilote là-bas. C'est quoi, c'est catastrophe ça? C'est pas évident, quoi. Il y a eu un taux d'accident. Pas évident. D'accord. Il faut aimer le danger. Donc tu prends l'avion, mais tu te dis, t'as une chance sur deux de passer. Il faut aimer le danger. Alors, il y a des fois aussi des déroutements. Il y a des déroutements où on met les passagers dans la boucle, c'est pas évident. J'ai fait un vol, panne de toilette. Ça paraît pas évident. J'allais sur New York. Ah ouais. Et puis, vous savez que... les toilettes, c'est par aspiration. Donc, quand il y en a une qui se bouge, c'est tout arrangé. Donc, on me dit, il y a tout le côté droit, il n'y a pas de toilette. C'est chaud, ça. Il reste le côté gauche, c'est très bien. Paf, panne du côté gauche. C'est-à-dire qu'on m'a dit, mais tu sais, il y a 3 ordinateurs à bord. Il y a le Fuel Control Unit, c'est-à-dire le fuel qui passe d'avant en arrière pour équilibrer l'avion. Il y a le Flight Control Unit, c'est les commandes de vol électriques. Et il y a, ce que je ne savais pas, le Flush Control Unit, c'est l'ordinateur des chasses d'eau. Donc, je contacte Édimbourg, Glasgow, les aéroports en disant vous avez des toilettes. Alors le contrôleur me dit, il était un peu étonné quand même. J'ai un plombier. Il me dit oui, bien sûr que j'ai des toilettes. Et je dis vous en avez suffisamment pour 250 passagers. Bon, il m'a accueilli quand même. Quoi, vous êtes posé? Des fois ça devient cocasse, mais on gère. Non, vous êtes posé pour qu'ils aillent. Ils ont été yesh, sur un long courrier. J'avais tous été yesh, voilà. Et puis 6 heures de vol sans toilette, c'était pas possible. C'est fou ça, mais c'est incroyable ça. C'était l'anecdote. Mais en tous les cas, les situations sont gérables.